En direct de Toulon, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Peut-être que je pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, parce que les circonstances l'exigeront, qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Je serai candidat pour un second mandat. Le secret de Polichinelle est enfin levé. Emmanuel Macron est candidat à sa propre succession, comme tous ses prédécesseurs, sauf François Hollande, qui ne s'était pas représenté pour raisons politiques, et évidemment Georges Pompidou, qui n'avait pas pu se représenter. Une décision rendue hier soir, alors que le Conseil constitutionnel validera les parrainages dans moins d'une demi-heure, puisque c'est à 18h que tous les parrainages seront déposés. Une candidature en pleine guerre en Ukraine qui augure d'une campagne pas comme les autres. La preuve, le premier meeting du candidat Macron prévu à Marseille, c'est à côté de Toulon, a été annulé. Un point commun quand même avec François Mitterrand en 88 qui avait fait une lettre aux Français dans la presse quotidienne régionale. Ne manque plus que le slogan « La France unie ». Et comme Mitterrand, une lettre pleine de vœux pieux sans pour autant tirer le bilan de son quinquennat, ce qui va peut-être servir d'arme à ses adversaires. D'où notre premier débat. Lettre de Macron aux Français. Est-ce le véritable début de la campagne électorale? Avec nous, Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Bruno Cotresse, bonsoir. Bonsoir Bruno Cotresse. Oui, bonsoir à vous. Alors, est-ce que c'est le coup d'envoi de la campagne? Parce que bon, il reste une demi-heure, un peu moins d'une demi-heure pour connaître tous les candidats. Maintenant, on connaît ceux qui sont en position de l'emporter ou qui ont une chance de l'emporter. Oui, clairement, on connaît maintenant quel est le casting de cette élection présidentielle. Alors, il y a un suspense de dernière minute concernant Philippe Poutou, le candidat du NPA. Il était presque au seuil, il était vraiment presque à 500. Il était à 460 et quelques hier, donc on verra si finalement on a un 12e candidat à l'élection présidentielle. Franchement, est-ce que ça va être une vraie campagne? Parce qu'il nous reste moins de 40 jours. On est tous d'accord là-dessus. Il reste de mémoire 38 jours exactement. 38 je crois, oui. Il n'y aura pas de meeting à Marseille. Est-ce que ça va être une campagne? Il y a quelques années, il y avait un président normal. Là, est-ce que ça va être une campagne normale? Ah non, c'est une campagne tout à fait anormale, en fait, à laquelle on va assister. Nous n'avons jamais connu depuis 1965 la première élection du président de la République au suffrage universel direct. Sans doute, on n'a jamais connu un tel contexte. C'est-à-dire qu'on a effectivement des images de guerre qui sont des images apocalyptiques. Nous avons vu des villes européennes bombardées, du continent de l'Europe bombardées. Donc c'est un contexte totalement anormal. Et effectivement, ça aura un impact majeur sur la campagne, à la fois son calendrier, mais aussi son contenu. Il va falloir bien que les différents candidats à l'élection présidentielle viennent tous sur les questions, la défense, la sécurité européenne. Qu'auraient-ils fait s'ils étaient à la place d'Emmanuel Macron? Donc ça va donner à cette fin de campagne électorale une tonalité à la fois européenne et internationale qu'elle n'aurait peut-être pas eu s'il n'y avait pas eu cette guerre en Ukraine. Franck Bullinge. Moi, je dirais qu'en fait, la campagne va être un petit peu éclipsée par un autre homme. C'est le président Zelensky qui se bat en fait en Ukraine et qui peut-être va donner une leçon d'héroïsme, de patriotisme à l'ensemble de nos candidats. Quoi qu'il en soit, la campagne en France, elle est à mon avis pliée maintenant, puisque on va pas pouvoir débattre de bilan ou de quoi que ce soit, puisque on est dans une zone, dans une logique de guerre, comme disait le président Mitterrand. Au moment de la guerre du Golfe de 90. La guerre du Golfe, voilà. Donc ça va éclipser probablement le débat. Bruno Cotresse. Oui, c'est clair que ça va en partie éclipser le débat. Je dirais en partie parce que je pense quand même que tout le monde, y compris Emmanuel Macron, va bien être obligé de venir quand même sur les principaux axes de réforme ou les principales propositions de réforme. En tout cas, si on n'avait pas ça, quel danger, quel risque on prendrait qu'au lendemain de l'élection, si par exemple Emmanuel Macron était réélu, qu'il y ait tout un tas de malentendus qui n'auraient pas été éclaircis. Emmanuel Macron, s'il était réélu, va vouloir enclencher des réformes dans lesquelles il croit, mais si ces réformes n'ont pas été présentées, n'ont pas été débattues, on risque effectivement d'avoir de grands malentendus sur le sens de cette réélection d'Emmanuel Macron s'il était réélu. De la même manière, si les autres candidats, parce que la guerre en Ukraine, ne parlent plus du tout de leurs principaux axes de réforme et des principaux programmes qu'ils voudraient mettre en œuvre s'ils étaient élus, s'ils se retrouvent élus, là aussi, c'est le même risque.
c'est-à-dire le risque que les propositions n'aient pas été débattues, et là, ça serait pas très très bon. Olivier Maurice. Oui, on n'est pas dans le micro. Oui. On n'est pas à l'abri non plus de surprises liées à l'évolution de ce qui se passe en Ukraine. Ce qui est absolument certain, c'est qu'il est dommageable qu'il n'y ait pas de débat sur le contenu des programmes politiques dans le cadre de l'élection présidentielle. Et si c'est regrettable, il serait sans doute indispensable que les concurrents d'Emmanuel Macron puissent s'adapter à cette situation en essayant de trouver justement un discours différent qui puisse être audible à l'opinion publique. Et ça, c'est un enjeu peut-être que nous n'attendions pas, de savoir comment, en termes d'adaptation, les concurrents vont justement pouvoir essayer de trouver un discours qui soit audible. Ce qui est tout de même certain, c'est que quelle sera la véritable légitimité d'un homme qui aura été réélu alors même que aucune discussion ne sera intervenue profonde le remettant en cause sur 5 années d'exercice du pouvoir? Vraie question et vrai sujet, Bruno Cotresse. Oui, c'est un vrai sujet. Alors, ceci dit, il faut quand même attendre parce que apparemment, le mouvement d'Emmanuel Macron, La République en marche, va quand même éditer un programme, va sortir des tracts, vont faire campagne. Donc, il faut quand même voir derrière la lettre que Emmanuel Macron a publiée hier, dont la tonalité est quand même très surplombante, très générale. Il va bien falloir à un moment donné que tout ça soit quand même un peu décliné dans des propositions un peu précises et qu'on sache les propositions d'Emmanuel Macron, qui en sont les bénéficiaires, qui en sont les gagnants, qui en sont les perdants, donc ce qui est normalement l'objectif d'une campagne électorale. Et donc il faut effectivement aussi souhaiter que les compétiteurs, les différents candidats, continuent aussi quand même à faire campagne sur leurs propositions. Évidemment, tout ceci doit être matiné de la question de l'Europe, de la défense et de la sécurité. On ne peut pas aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, envisager que notre futur président de la République ne nous ait pas présenté des principales propositions sur ces questions, comment garantir la sécurité des Européens et des Français en Europe dans un contexte aussi volatile, aussi dangereux. Mais il faut quand même qu'ils nous parlent de leur politique publique dans la matière économique et sociale, les impôts, les retraites, l'école. Tout ça doit être quand même débattu. Thibault Laverde, vous, ça va être le point de vue d'un militaire, quelque part. Alors, moi, en tant que militaire, je ne peux évidemment pas me livrer à un commentaire de l'actualité politique. En revanche, c'est peut-être l'occasion pour les auditeurs de rappeler pourquoi. Puisque, bon, le militaire est un citoyen, évidemment. Le militaire a des opinions personnelles, c'est heureux. Le militaire, évidemment, vote comme tous les citoyens. Donc, il est dans la cité, mais en même temps, il protège la cité. Il a ce pouvoir exorbitant qui est d'utiliser la force de l'armée de la République au service de la nation. Et donc, il y a quelque chose qui en découle, c'est qu'il a un statut particulier. Un des piliers de ce statut, c'est ce qu'on appelle la neutralité. Et en vertu de cette neutralité, qui est notamment une neutralité politique, eh bien, il a un devoir de réserve. Et donc, à ce titre-là, je ne peux absolument pas, Philippe, commenter ce débat. Mais je vous posais une question. Vous qui êtes dans la marine, officier supérieur de marine, comment ça se passe pour voter quand on est dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui partent 2 mois, par exemple? On fait la procuration bien à l'avance ou comment ça se passe? Oui, alors on est assez bien rodé pour ça, sur un sous-marin, mais également sur un bâtiment de surface, ou plus généralement pour des militaires qui partent en opération extérieure. Le système de procuration marche bien et permet de faire son rôle de citoyen dans la cité, tout en protégeant la cité. Alors justement, Bruno Cotresse, l'armée, la défense, ça va peut-être être un sujet dont on parle jamais dans les campagnes électorales, mais cette année, on va peut-être en parler, non? Et comme vous êtes un fin analyste politique, je sais que vous allez me dire oui. Alors évidemment qu'on va en parler, mais l'armée et la défense, ça fait quand même toujours partie à un moment donné du débat de l'élection présidentielle. C'est quand même parmi les principales fonctions du pouvoir exécutif, peut-être le commandant des armées, le budget de la défense, les questions de sécurité intérieure, les grandes questions régaliennes sont quand même toujours débattues. Les moyens de l'armée en particulier, s'ils ne sont pas débattus dans le détail, il y a quand même toujours un moment donné de l'élection présidentielle où on parle à travers les grands dossiers internationaux des moyens de l'armée, les capacités de projection de l'armée française, par exemple. Donc là, évidemment, on va en parler beaucoup, et c'est ça qu'il faudrait, c'est effectivement que sur ce dossier aussi important aujourd'hui, eh bien, les différents candidats nous disent qu'est-ce qu'ils feraient à la place d'Emmanuel Macron, quels sont d'après eux les points faibles, les points forts du dispositif de la défense française dans ce nouveau contexte tellement dangereux, tellement inquiétant, tellement menaçant, et ça serait ça une manière de faire revenir
le débat politique dans cette campagne présidentielle, de manière à ce qu'on ait au moins l'occasion de débattre entre nous les Français des moyens d'assurer la sécurité et la défense des Français et plus généralement au sein de l'Union européenne. Franck Bullinge. Moi, j'aimerais bien que dans cette campagne, on revienne par rapport à ce qui se passe en Ukraine et par rapport à ce qui pourrait se passer en France, pourquoi pas en fait, de l'esprit de défense. Et on a supprimé le service militaire en 96, me semble-t-il. Oui. Quid et que reste-t-il de l'esprit de défense et de notre capacité citoyenne, aux armes citoyennes, de nous défendre? Ça rappelle une chanson. Voilà, quand je vois aujourd'hui les Ukrainiens se défendre, je pose la question de savoir est-ce que nous serions, nous aussi, en mesure de le faire en étant en France aujourd'hui. Bruno Cotresse, est-ce que ça, c'est pas des sujets qui ont été complètement éludés? Tiens, le service militaire qui a été supprimé en 96, donc ça fait près de 30 ans, ça fait 25 ans, un peu plus de 25 ans, 26 ans. Quand on voit aujourd'hui dans quel état d'esprit on est en France depuis des années, on parlait qu'on parlait pas de défense. Est-ce que quelque part, ça va pas nous mettre devant nos responsabilités? Et quand on voit que depuis des années, on avait réduit les budgets de la défense à la portion congrue, qu'on considérait que c'était un peu la fin de l'histoire, quoi. C'était Fukuyama, c'était terminé, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, embrassons-nous Fosseville et vive le monde des bisounours. Est-ce que vous croyez pas que, quelque part, quand la vérité vous explose au visage, ça vous oblige à remettre un peu les pendules à l'heure? C'est sûr qu'on est reparti dans quelques années. Alors, est-ce qu'il faut parler d'une décennie? Je ne sais pas en tout cas, mais qu'on est reparti dans une période où ce qu'on appelle le retour du tragique de l'histoire, effectivement, va s'imposer à tout le monde. Alors, les questions de service national ont été débattues en France. Emmanuel Macron, en 2017, proposait un service national universel d'1 mois, et puis finalement, c'est quelque chose d'un peu différent qui a été fait. Dans la campagne que nous venons de traverser, au cours, par exemple, de la primaire des Républicains, un candidat à la primaire républicain, me semble-t-il, Michel Barnier, proposait le retour du service militaire. Éric Zemmour a proposé le retour du service militaire. Donc on voit que ce sont des questions dont on débat, et c'est vrai qu'on tourne un petit peu autour de cette question en France depuis maintenant un certain nombre d'années. Comment à la fois assurer notre sécurité, et faut-il ou pas renouer le lien entre l'ensemble de la nation et les armées? Alors on l'a fait en France pendant très 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 longtemps autour du service militaire, mais c'est vrai qu'autour d'un renouvellement de nouvelles modalités de ce lien entre l'armée et la nation, il y a sans doute beaucoup à faire et beaucoup à dire. Olivier Maurice. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à Pierre de Villiers, savoir pourquoi est-ce qu'il a été congédié alors que c'est un homme qui avait sans doute attiré l'attention du président de la République, donc du président Macron, sur un certain nombre d'urgences en termes de priorités militaires. Et moi qui ne suis pas astreint à la neutralité, qui suis un citoyen ayant la parole, je me dis que tout de même, le président de la République devrait aussi, à cet égard-là, donner des explications sur, en tout cas, des priorités qui n'ont pas été mises à la hauteur à l'époque pendant son quinquennat. Bruno Cotresse, c'est vrai qu'il y a encore 2-3 ans, on parlait éventuellement d'une candidature Pierre de Villiers à la présidentielle, et comme disait un certain Jacques Chirac, ça fait pchit. Alors, ce qui est certain, c'est que depuis quelques années, en France, il y a un sujet dans l'opinion publique autour de la question du leadership. Peut-être est-ce un effet qu'à un moment donné on a voulu un président normal, et puis après on a retrouvé un président qui lui voulait incarner la figure de Jupiter, mais c'est vrai qu'on tourne autour de cette question aussi du leadership politique, et c'est vrai que dans ce contexte-là, le succès du livre qu'avait publié le général de Villiers avait été perçu, peut-être même par lui, comme un encouragement de l'opinion publique à ce qu'il aille vers d'autres fonctions, peut-être des fonctions électives. Alors c'est certain qu'une partie de l'opinion publique en France appelle de ses voeux un leadership plus fort, mais ça n'est qu'une partie de l'opinion publique en France. Et au fond, on a cette figure du président de la Ve République, qui est une figure qui est extrêmement d'un exécutif qui est fort, qui décide beaucoup. Et il y a en gros 2 théories qui s'affrontent en France. Il y a la théorie d'un exécutif qui doit être davantage efficace,
quitte à s'affranchir d'un certain nombre d'outils de la délibération démocratique. Et puis une autre théorie qui est au contraire une aspiration d'une partie de l'opinion à ce qu'on discute davantage, qu'on consulte davantage la population dans les grands choix, et nous naviguons un petit peu entre les deux. Les Français voudraient les deux à la fois un chef de l'État qui est une forte capacité d'efficacité et dans l'action, et puis en même temps quelqu'un qui est dans le dialogue et dans l'horizontal. Vous voulez réagir, Franck Bulling ? Oui, moi je resterai quand même sur l'idée que les citoyens sont des gens responsables et que il y a une sagesse populaire au fond, avec cet esprit de défense qui reste au fond de nous. Et je crois qu'on ne peut pas déléguer uniquement aux politiques aujourd'hui, et surtout à des politiques qui n'ont pas l'habitude de la guerre ou de la défense, qui n'ont pas fait de service militaire. Alors, pour moi, le service militaire, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'esprit de défense. Néanmoins, c'est là qu'on apprend à se servir. C'était le lien entre l'armée et la nation. Voilà. Bon, les derniers présidents qui ont connu la guerre, c'est Jacques Chirac, et avant lui, c'était François Mitterrand. Et donc, c'est une expérience de la guerre qui est maintenant une expérience technocratique de la guerre, une approche que j'appelle plutôt technocratique de la guerre, nécessite peut-être justement qu'elle ne soit pas pensée uniquement par des élites, mais aussi par les citoyens eux-mêmes, par leur prise en main, par la prise de responsabilité des citoyens vis-à-vis d'eux-mêmes. Bruno Cotresse. Oui, c'est sûr que voilà, il y a cette question de la prise de responsabilité des citoyens. C'est vrai que le système politique français a un point faible, qui est qu'on voit qu'il y a beaucoup tous les mécanismes de l'engagement citoyen sont des mécanismes qui fonctionnent moins bien qu'avant. Il y a moins de Français qui sont inscrits dans les partis politiques, qui sont inscrits dans les syndicats. On dit souvent que les Français attendent un petit peu que les élites règlent les problèmes, mais que chacun ne prend pas sa part de l'engagement citoyen. C'est vrai qu'il y a un gros sujet là-dessus en France. On ne pourra pas s'en tirer sans doute un exercice après l'élection présidentielle de 2022, un exercice de remettre un peu à plat quand même ce que veut dire l'engagement citoyen et la participation directe des citoyens. Il y a beaucoup de questions qui sont posées dans les différents secteurs de l'électorat. Nos candidats à l'élection présidentielle font tous d'ailleurs des propositions dans ce domaine-là. C'est dommage qu'ils ne fassent pas davantage au fond la publicité de ces propositions, mais tous essayent de comprendre comment on pourrait avoir des citoyens plus actifs, plus participants, plus engagés et peut-être plus engagés dans le système de décision. Voilà, l'idée de faire re-rentrer les citoyens dans les institutions et dans les processus de décision est une idée qui aujourd'hui est importante. Mais Bruno Cotresse, en imaginant que la situation perdure en Ukraine, on dit qu'il n'y a pas de campagne pour les présidentielles, on va parler que de l'Ukraine. Est-ce qu'il y aura une campagne pour les législatives ? Campagne pour les législatives, c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question totalement différente, puisque déjà il y aura là le filtre de toute la réalité locale, des circonscriptions, des candidats qui sont en place, des candidats qui sont déjà implantés. Donc c'est une autre élection qui va se dérouler après l'élection présidentielle. À mon avis, on aura, comme depuis 2002, une très forte ombre portée de la présidentielle vers les législatives. Même si cette année, il y a un mois de plus par rapport aux autres fois. Oui, mais quand même, il serait vraiment étonnant que les Français aillent dans une direction au moment de l'élection présidentielle et quelques semaines après dire « Ah non, on s'est trompé, on va dans une toute autre direction ». La question est de savoir si le vainqueur ou la vainqueur de l'élection présidentielle aurait à lui seul et à son mouvement politique seul la majorité absolue des sièges, ou si ça serait une majorité relative. Et là, ça peut être vraiment un sujet intéressant. Est-ce qu'il y aura une coalition, une nouvelle coalition? Est-ce que si Emmanuel Macron était réélu, est-ce qu'à nouveau il ne gouverne qu'avec La République En Marche et le MoDem? Est-ce qu'on va vers un autre modèle, indépendamment du nombre de sièges que son parti obtiendrait? Vous voyez là, c'est sans aucun doute des questions dont on va beaucoup parler et débattre après l'élection présidentielle. Le mot de la fin, Thibault Lavergne? Oui, pour revenir sur l'esprit de défense, une petite citation pour vous, Philippe, de l'écrivain Robert de Saint-Jean. Je cite: « La paix est le temps où l'on dit des bêtises, et la guerre est le temps où on les paie. » Très belle citation. Bon, celle-là, je la mets dans un coin de la mémoire. Merci beaucoup, Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Verdict sur Twitter, lettre de Macron aux Français, le véritable début de la campagne électorale. Eh bien, vous êtes 79% à dire non. Vous aimez jouer, vous aimez les quiz ? Allez. Bon, mais il n'y a rien à gagner. Et bien, dans quelques instants, on se retrouve pour le quiz de la présidentielle.